gros, il y a trois systèmes. Il y a un système qui, dès que l'indice des prix à la consommation a évolué de 2%, les salaires et ou allocations sociales, le mois qui suit ou 2 mois après, sont automatiquement indexés de 2%. Il y a un autre système qui est, on regarde entre le 1er janvier d'une année et le 1er janvier de l'année suivante, de combien cet indice pivot a augmenté. Et au 1er janvier, alors, on fait une augmentation, une adaptation en fonction de cela. Et puis, un troisième système, c'est par semestre et pas par année. Voilà en gros comment ça fonctionne. L'intérêt, objectivement, par rapport à la majorité des pays qui nous entourent, c'est qu'il y a quand même une automaticité. On n'a pas à négocier l'amélioration, ou en tout cas l'évolution des salaires en fonction de cet indice des prix à la consommation. C'est automatique, ça ne se discute pas. Mais contrairement à ce qu'on croit souvent, ce n'est pas inscrit en tant que tel dans une loi. C'est en fait les commissions paritaires qui, chacune, utilisent l'indice des prix à la consommation pour faire évoluer les salaires de façon différente, comme je viens d'expliquer. Malgré la loi, il y a des problèmes de pouvoir d'achat. Ils sont de deux ordres. Le premier, c'est que cet indice des prix à la consommation dont je parlais au départ, un gouvernement libéral, il y a maintenant, je ne sais plus combien, je veux dire 15 ans d'ici, a sorti du panier les carburants et deux, trois autres produits. Jusqu'il y a 1 an ou 2 d'ici, objectivement, le fait que les carburants n'étaient pas dans l'indice n'avait pas tellement d'effet, parce que les carburants n'évoluaient pas plus vite que l'ensemble des coûts pour un ménage. Maintenant, le fait que les carburants ne sont plus dans l'indice, évidemment, ça crée une distorsion, mais malgré l'automaticité, l'indice des prix n'évolue pas aussi rapidement que les besoins des ménages face à l'augmentation du coût de la vie. Donc, tout le monde perd en pouvoir d'achat puisque tous les produits, comme les carburants, ne sont pas dans le fameux panier du ménage. Premier élément. Et deuxième élément, c'est que, vu la composition du panier et vu l'évolution des prix aujourd'hui, on constate que le côté perfectible du modèle, c'est que finalement, ce sont les ménages qui ont les moins hauts revenus, qui sont les moins bien protégés par le système comparativement aux autres. Pourquoi? Parce que quand vous avez un ménage à faible revenu, en fait, il consacre une part de son budget beaucoup plus importante au loyer, à l'énergie, l'électricité, le chauffage, etc., qu'un ménage qui a beaucoup plus de revenus. Les employeurs aujourd'hui réagissent très fort par rapport au système d'indexation le 1er janvier de chaque année, parce qu'avec l'indexation qu'on connaît, ils disent au 1er janvier 2023, il va y avoir une amélioration des salaires de l'ordre de 10%, 10,3%. Je crois. Notre réponse à nous, c'est ouais, mais ce sont des travailleurs qui, depuis le 1er janvier 2022, ont perdu du pouvoir d'achat de mois en mois. Et c'est enfin le 1er janvier 2023 qu'ils vont simplement récupérer le pouvoir d'achat qu'ils ont perdu. Par contre, le grand danger pour nous, c'est que l'idée commence un peu à percoler de dire, tiens, est-ce que de temps en temps, l'aide automatique, on ne la ferait pas en net et non pas en brut. Et donc, on ferait une indexation uniquement sur le salaire net et on n'indexerait pas les cotisations sociales. On doit vraiment bien expliquer que c'est finalement une perte de pouvoir d'achat pour le monde du travail parce que c'est la sécurité sociale qui, évidemment, ferait les frais. Quand on est dans une période d'indexation faible, malgré l'indexation automatique, il reste une marge salariale à négocier entre patrons et syndicats. Aujourd'hui, avec l'indexation automatique, on va se retrouver, à cause de cette loi, avec une marge nulle. C'est résolument stupide
nous, ce que nous demandons, c'est qu'on ait une marge qui soit indicative, qu'on puisse, malgré cette marge, négocier dans les secteurs où il y a des gros bénéfices qui se font pour redistribuer la richesse, et on sera assez responsable pour savoir que là où il n'y a pas de marge, je répète, comme dans l'ORECA, peut-être l'événementiel, peut-être, voilà, eh bien, avoir des prétentions qui sont moins importantes ou en lien avec la réalité économique des secteurs. Mais c'est impensable de continuer à nous demander d'avoir la même marge pour l'ensemble des secteurs d'activité économique qui ne fonctionnent pas et qui n'ont pas les mêmes résultats.